Et merci de votre fidélité à la radio du Monde. Il est donc minuit et demi à Béni et à Paris 22h30 à Conakry et en temps universel. La dernière édition d'Afrique Soir avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. À la une, la République démocratique du Congo, plus de 3 jours après le massacre de Béni, une manifestation a été réprimée par les forces de l'ordre. Bilan 2 morts et une vingtaine de blessés de part et d'autre. Sonia Rollet est sur place pour RFI. Autre manifestation où des violences ont éclaté. À Bamako, au Mali, la police a tiré à balles réelles sur des jeunes. Ils étaient venus exprimer leur soutien à un blogueur qui comparaissait devant la justice. Dans l'actualité encore, la Guinée, où les autorités appellent à la reprise du dialogue entre toutes les parties après la forte mobilisation de l'opposition hier dans les rues de Conakry. Le Gabon, après le ralliement de 2 poids lourds de l'opposition derrière la candidature de Jean Ping, l'échiquier politique est chamboulé. 11 candidats sont désormais opposés à Ali Bongo à la présidentielle du 27 août. Les sports et le journal des Jeux Olympiques, c'est dans 20 minutes. Antoine Grenier nous rejoindra. Nous parlerons de football avec la défaite du Nigeria face à l'Allemagne, d'athlétisme et de sprint féminin avec cette nuit la finale du 200 mètres et les chances de médaille de l'Ivoirienne Marie-Josée Talou. Voilà pour les titres. Dans l'est de la République démocratique du Congo, manifestation aujourd'hui à Béni, quelques jours après un massacre qui a fait plus de 50 morts. Des centaines de jeunes voulaient déposer un mémorandum à la mairie pour demander la fin des tueries dans ce territoire, mais aussi la démission du gouvernement. Une manifestation de colère. Sonia Rollet a recueilli les revendications des manifestants. On écoute. Nous sommes fatigués avec le massacre. Nous voulons assez que le gouvernement et tous les complices puissent partir. Nous voulons la démission de Matata Ponyo qui a prouvé son incapacité de nous gouverner. C'est la population de Béni qui a été massacrée. Nous ne voulons pas le président Joseph Kabila ici de rester comme dans le pouvoir. Nous voulons M. Kabila qui est au pouvoir. Et dans le massacre. Nous sommes les enfants de Béni, nous sommes en train de marcher parce que trop c'est trop, on nous a tués depuis 2 ans. Nous ne savons pas la cause de cette carnage. Nous on ne sait pas, le gouvernement, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous défendre. Écoutez, nous on a seulement besoin de la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans le Congo. Voilà, nous voulons la paix dans le Congo, une manifestation de colère, mais elle a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Le bilan encore provisoire fait état de 2 morts, un civil tué par balle, un policier par jet de pierre, selon le maire de la ville. On revient sur cette journée de tension avec l'envoyé spécial d'RFI à Béni, Sonia Rollet. Les habitants de Béni disaient ne jamais avoir vu d'affrontement durer aussi longtemps. Jusqu'à la tombée de la nuit, des jeunes jetaient des pierres ou tentaient d'ériger des barricades sur le boulevard Niamouissi qui traversait la ville, même si à partir de 15h, la situation s'était considérablement calmée. À l'origine, plusieurs centaines de jeunes disaient vouloir remettre un mémorandum pour demander la démission du gouvernement. Ils comptaient être rejoints par d'autres venus en solidarité de villes voisines, Butembo et Oicha. En l'espace d'une demi-heure, la manifestation a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre, d'abord avec la police, puis la police militaire et enfin l'armée. Les jeunes ont arraché les drapeaux du parti présidentiel qui avait été installé pour accueillir le chef de l'État, cherchant sans cesse à revenir sur le boulevard Niamouissi. Et la police et l'armée ont passé leur journée à tenter d'enlever leurs barricades. Beaucoup de coups de feu, un officier de la police l'expliquait par un manque de gaz lacrymogène et parlait de tirs, je cite, pour faire peur. Mais au moins un jeune a succombé sous les tirs et 4 autres ont été blessés par balle. Le maire de la ville parle également d'un policier tué par des jets de pierre. Un militaire a également été blessé par un coup de couteau militaire. Le maire de Béni voit dans cette mobilisation l'influence néfaste, je cite encore, d'entités sœurs qui auraient enflammé la ville. Il assure que le gouvernement a toujours été prêt à recevoir quiconque aurait un mémorandum à remettre. Sonia Rollet, Béni, RFI. Et toujours à propos de Béni, la justice militaire annonce l'ouverture d'un procès contre les auteurs présumés des tueries survenues depuis 2 ans dans ce territoire. La première audience devrait avoir lieu samedi. Environ 200 personnes devraient comparaître. Parmi elles, des Ougandais, des Tanzaniens, des Rwandais, des Congolais et même des ressortissants du Soudan du Sud. Tous membres présumés des ADF, mais aucun militaire. C'est ce qu'assure le premier avocat général. Bamako,
98.5 FM. Et les 22h passées de 34 minutes à Bamako, qui a vécu une journée très tendue. Aujourd'hui, la capitale du Mali, où l'on dénombre un mort et 15 blessés. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des jeunes qui manifestaient leur soutien à un blogueur. Celui-ci, Razbas, devait comparaître devant un tribunal et la police a tiré à balles réelles sur les manifestants. Reportage à Bamako, Anthony Fouchard. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées hier devant le tribunal où devait être jugé Razbas, ce blogueur controversé. Mohamed, qui écoute régulièrement ses chroniques, témoigne. Bon, c'est un jeune aussi, il est instruit, il parle sur le gouvernement du Mali. Ce que le gouvernement fait, il informe le peuple. À cause de cela, ils sont allés l'arrêter. C'est la manifestation. Nous, les jeunes, nous sommes mobilisés pour qu'il soit libéré immédiatement. En fin de matinée, la police tente de disperser la manifestation. Des tirs éclatent. Les jeunes érigent des barricades dans les rues. La répression monte d'un cran. La police tire à vue sur les manifestants ou les passants qui courent sans faire de distinction. Parfois du gaz lacrymogène, mais aussi de vraies balles. Amadou était là du début à la fin de la manifestation. Les manifestants sont venus manifester leur colère pacifiquement. Et tout d'un coup, il y a les policiers qui ont commencé à jeter des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Et voilà comment on a riposté. Ils ont commencé à mettre des pneus et encore des jets de pierre sur les policiers. Face à l'afflux de blessés, un dispositif d'urgence a été déclenché à l'hôpital Gabriel Touré, où l'on fait état d'un mort et de plus d'une dizaine de blessés. Anthony Fouchard, Bamako, RFI. Et l'audition du blogueur Razbas a été reportée à une date ultérieure, le personnel ayant vidé les lieux en raison de la présence de nombreux manifestants. On reste dans l'ouest du continent africain. Au Nigeria, 5 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée à Boko Haram. Un convoi transportant des agents de l'immigration et des commerçants a été pris pour cible. Ça s'est passé dans le nord-est du pays, sur la route qui relie Maïdougouri à Gambourou, à la frontière du Nord-Cameroun. Allons en Guinée à présent. Une personne, vous le savez, a été tuée à Conakry. C'était hier lors d'une manifestation contre le régime d'Alpha Condé. Les autorités appellent à la reprise du dialogue entre toutes les parties. L'opposition, elle, hier, avait appelé à la mobilisation. Selon l'UFDG, le principal parti d'opposition, 700 000 personnes défilaient dans la rue pour réclamer plus de justice, de liberté, de démocratie et de sécurité. Un chiffre revu à la baisse par des sources policières qui parlent, elles, de moins de 500 000 personnes dans les rues. Des chiffres, en tout cas, que conteste le porte-parole du gouvernement guinéen, Albert Damantang Camara. Ce n'est pas par la rue que le dialogue se fera et que les solutions seront trouvées aux problèmes qui sont les nôtres, sachant d'ailleurs à quel point les manifestations de rue peuvent être déstabilisantes pour l'ensemble du processus, quelle que soit par ailleurs leur ampleur. Je tiens quand même à corriger un certain nombre de statistiques. On nous a parlé de 500 000 personnes. Pour ceux qui connaissent Conakry et la zone dans laquelle s'est fait cette manifestation, cela est totalement invraisemblable. Donc, plutôt que de parler d'une bataille de chiffres et de statistiques, soyons raisonnables. Qu'il y ait 1, 10 ou 100 personnes dans les rues, là n'est pas la question. La question, c'est comment on fait pour que le dialogue se passe dans un cadre approprié. Sortons des invectives, sortons des débats de rue, passons à l'essentiel parce que ça fait quand même 6 ans que et pouvoir et opposition, nous n'avons pas pu avoir des débats conséquents sur des thématiques majeures de développement et qu'on se contente de débattre superficiellement parfois des problèmes liés au cadre électoral, au nombre de députés, sans penser réellement à ce qu'on peut débattre pour le bien-être des populations. Le porte-parole du gouvernement de Guinée, Albert Damantang Camara, répondait aux questions de Coralie Pierret. Libreville, 104 FM. Au Gabon, on est au lendemain du ralliement de Casimir Oyemba et de Ginzumba Ndama derrière la candidature de Jean Ping. Et c'est un véritable tournant dans la campagne électorale. À quelques jours de la présidentielle du 27 août, Ali Bongo, le chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession, voit donc face à lui se former une alliance entre ses 3 principaux adversaires. Alors en quoi ce ralliement derrière Jean Ping change-t-il la donne? Élément de réponse avec Sébastien Nemeth. Même s'il est difficile d'évaluer leur poids électoral,
l'alliance des 3 poids lourds de l'opposition envoie un signal fort. Le sociologue Anaclet Bisiello, proche de l'opposition, dit que cela montre enfin la capacité des opposants à dépasser leurs clivages et leurs intérêts particuliers. Pour lui, cette initiative va bénéficier d'une lame de fond préparée par la société civile afin de barrer la route à Ali Bongo. Une analyse nuancée par Guy Rossatangarigno, professeur à l'université de Libreville, il reconnaît que c'est un tournant qui fera monter le score de Jean Ping et baisser celui d'Ali Bongo. Mais d'après lui, les électeurs de Casimir Oyemba et Ginzu Mandama ne voteront pas tous Jean Ping, loin de là. Notamment parce qu'une partie de l'opposition lui reproche d'avoir tenté un coup de force en début d'année pour se faire choisir comme candidat unique. Une attitude qui avait créé du ressentiment. Est-ce que cette alliance va créer des émules parmi les autres candidats ? Léopold Ngoulakia explique lui qu'il est solidaire de cette décision, mais qu'il a besoin d'un temps pour prendre sa décision. Par contre, Bruno Benmoubamba, Pierre Claver Maganga Moussavou et Raymond Ndongsima ont déclaré qu'en l'état actuel des choses, ils ne se rallieraient pas. Le professeur Rossatangarigno estime en tout cas que ces alliances auraient dû se faire avant la campagne et qu'elles arrivent beaucoup trop tard. Au Congo, Brazzaville, le général Mokoko s'est vu notifier un nouveau chef d'inculpation aujourd'hui par le juge d'instruction. Trouble à l'ordre public. Jusqu'à présent, l'ancien candidat à la présidentielle était poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Résultat, selon Maître Ibouanga, l'un de ses avocats, même si les juges décidaient de sa libération provisoire demain, le général Mokoko resterait en prison du fait de cette nouvelle inculpation. Les 3 membres de Caritas Congo ont été libérés par le ravisseur. Ils avaient été enlevés hier dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC, par des FDLR, selon l'organisation catholique. Les forces démocratiques de libération du Rwanda, toujours très actifs dans cette zone. L'ONU réagit aux accusations contre sa mission au Soudan du Sud. Dans un rapport publié lundi, Human Rights Watch accusait les casques bleus de ne pas avoir fait assez pour empêcher les violences le mois dernier lors des combats qui se sont déroulés à Juba. Écoutez la réponse du porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Farhan Haq. Le secrétaire général a reçu des informations et il est préoccupé par les allégations disant que la mission n'a pas répondu de manière appropriée pour empêcher des agressions sexuelles, des passages à tabac et d'autres atrocités. Il a donc ordonné l'ouverture d'une enquête spéciale indépendante. Les investigations devront permettre de déterminer les circonstances des incidents, d'évaluer comment la mission y a répondu et de voir si quoi que ce soit aurait pu être fait autrement. La mission de l'ONU est en train de mener une enquête sur les faits. Nous espérons avoir les résultats cette semaine. Les résultats seront utilisés dans l'enquête spéciale qui vient d'être lancée par le secrétaire général et les conclusions de ces investigations seront rendues publiques. Des propos recueillis par Anne Kantner. Une campagne de vaccination contre la polio a commencé aujourd'hui, mercredi, dans le nord-est du Nigeria. Lancement de cette campagne après l'annonce de 2 nouveaux cas de poliomyélite la semaine dernière. Direction l'Afrique du Sud, 3 semaines après les municipales, le parti radical de gauche de Julius Malema annonce qu'il ne formera aucune coalition. Son parti, appelé les combattants pour la liberté économique, arrivé 3e, a été très courtisé puisqu'avec 8% des voix au niveau national, il peut faire basculer plusieurs majorités, notamment à Johannesburg et à Pretoria, la capitale sud-africaine. Mais lors d'une conférence aujourd'hui, Malema a indiqué que son parti ne s'allierait ni avec le parti au pouvoir, ni avec le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, d'où le casse-tête à Johannesburg. Alexandra Bonjean. C'est sur un terrain vague dans le township d'Alexandra que Julius Malema a tenu sa conférence de presse. Le message est clair, nous sommes le parti qui représente les plus pauvres, nous n'allons pas nous compromettre en participant à de quelconques coalitions. Aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé avec le parti au pouvoir, a annoncé Julius Malema, ajoutant que l'ANC avait rejeté toutes leurs demandes, notamment la démission du chef de l'État, Jacob Zuma. Parmi les conditions, il y avait la démission de Jacob Zuma de son poste de président. Ils ne se sont engagés sur aucune de ces demandes et sur Zuma, ils ont tout simplement refusé. Nous sommes donc contents de vous annoncer qu'il n'y a pas eu d'accord entre nous et l'ANC. L'ANC devra donc trouver d'autres partenaires pour diriger Johannesburg, où le parti est arrivé en tête, mais sans obtenir de majorité absolue. Julius Malema a également écarté toute coalition avec le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, arrivé en tête à Pretoria,
Qualifiant ce parti de blanc raciste, Malema a toutefois ajouté qu'il soutiendrait leur candidat, expliquant qu'entre deux diables, le parti libéral était un moindre mal. Alexandra Branchon, Johannesburg, RFI. RFI, c'est Afrique Soir, il est minuit, passé de 45 minutes ici à Paris. Merci de rester avec nous. Vous souhaitez réécouter le dernier journal ? Connectez-vous sur RFI.fr. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Restez avec nous, merci. Au cours du prochain quart d'heure, nous parlerons de sport puisque Antoine Grenier nous rejoindra pour les Jeux Olympiques de Rio. On parlera de football avec la défaite du Nigeria face à l'Allemagne. Et puis l'athlétisme avec cette nuit la finale du 200 mètres dames. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou vise le podium. À suivre également, appel sur l'actualité avec Marie Cazadebé. Le Bénin a demandé à la France de lui restituer son patrimoine culturel pillé pendant la colonisation. Et vous avez été nombreux à réagir à cette initiative. Mais avant cela, notre invité. On en parlait dans le journal au Mali. Une personne a été tuée aujourd'hui, plusieurs autres blessés dans des heurts entre les forces de l'ordre et des jeunes qui protestaient contre l'arrestation d'un chroniqueur radio contestataire. Hier en Guinée-Conakry, c'est un jeune homme qui a été tué par balle après une manifestation de l'opposition. Un climat de répression des manifestations en Afrique de l'Ouest qui fait réagir les ONG de défense des droits de l'homme. Alioune Tine est le directeur régional pour l'Afrique occidentale et centrale à Amnesty International. Il répond à Fabrice Ouimo. Alioune Tine, bonsoir. Bonsoir. Comment réagissez-vous à ce qui s'est passé hier à Conakry et aujourd'hui à Bamako ? Écoutez, nous sommes totalement indignés. La manifestation de ce matin contre un animateur que vous connaissez bien, Mohamed Ali Baktili, qu'on appelle Razbak. La manifestation a fait un mort au Mali. On a tiré avec des kalachnikovs en balles réelles, un usage excessif et totalement disproportionné de la force, qui n'a pas été observé seulement maintenant au Mali, mais à plusieurs reprises. De la même manière, une manifestation qui a été autorisée en Guinée hier a fait effectivement aussi un mort et des dizaines de blessés. Donc, quand on examine vraiment la question des droits humains, j'oublie de parler de la Gambie, j'oublie de parler également de pays comme la Côte d'Ivoire, j'oublie de parler de la Mauritanie. Vous savez ce qui se passe en Mauritanie, c'est 13 militants anti-esclavagistes qui ont été arrêtés, mis en prison de la façon la plus arbitraire. Partout où nous avons des manifestations, soit c'est interdit, soit ça se termine par une grave répression. Donc, c'est une année dont le bilan est peu flatteur de notre point de vue. Et alors, est-ce que vous êtes surpris qu'il y ait ce genre de dérapage en Guinée et au Mali ? En Guinée, non. Parce que tout de même, en Guinée, on a eu l'habitude quand même de répression avec le régime passé. Mais on espérait avec quand même que le régime actuel du professeur Alpha Condé, qui a été opposant pendant très longtemps, que ça devrait cesser. Nous savons effectivement qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits par le régime du professeur Alpha Condé, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument vraiment former ceux qui s'occupent vraiment du maintien de l'ordre, la police, la gendarmerie, quand même pour arrêter cette espèce de nervosité qui consiste vraiment à tirer des balles réelles sur les manifestants chaque fois qu'il y en a. Donc, pour le Mali, nous sommes vraiment surpris aussi par ce qui se passe. Alors, tout cela nous préoccupe très profondément en cette année des droits de l'homme et mérite effectivement une mobilisation autant de l'opinion africaine que de l'opinion internationale. Mais qu'est-ce qui explique, Alioune Tine, de tels dérapages des forces de sécurité ? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Les fronts qui se multiplient au Mali, au centre, au nord, un peu partout, mais aucune raison n'explique qu'on puisse sortir des kalachnikovs pour tirer sur des militants qui sont désarmés. En Guinée-Conakry, je dirais quand même que c'est une vieille tradition de répression du côté quand même des forces de l'ordre. Il semble que là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire dans le domaine de la formation. Mais en même temps aussi, on l'a observé, même ici au Sénégal, manifester aujourd'hui n'est pas aussi facile que ça. Et est-ce que par ailleurs, vous diriez que les pays dans lesquels se passent ces répressions sanctionnent assez les responsables ?
Justement, là aussi est le problème. En Guinée, nous nous réjouissons effectivement que le policier qui est soupçonné d'avoir tiré ait été arrêté et qu'il y ait quand même une enquête qui s'ouvre. Au Mali, ce n'est manifestement pas le cas. Je pense qu'on souhaite effectivement qu'une enquête soit ouverte sur les gens qui ont tiré, qui ont tué. Franchement, on ne peut pas dire que le bilan soit flatteur. On renforce la possibilité pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples vraiment d'assurer la protection des droits de l'homme en Afrique. Parce qu'on ne les entend pas très souvent quand nous avons vraiment des cas de violation flagrantes. Sur les mesures à prendre, que doit-il être fait selon vous pour éviter ce genre de dérapage? Je pense que la première des mesures, c'est tout de même de mettre un terme à l'usage excessif de la force. Qu'on respecte la liberté d'association, qu'on respecte la liberté d'expression, qu'on respecte la liberté de manifestation et que les manifestations soient encadrées. De deux, je pense qu'on a absolument besoin d'une formation des forces de l'ordre, des forces de sécurité en matière de maintien de l'ordre. Parce que aussi les dérapages viennent du fait que les gens ne sont pas informés. De trois, il faut réprimer des gens qui tuent, des gens qui torturent, et puis juger les responsables. Je pense que c'est très important quand effectivement on punit les responsables de graves violations de droits de l'homme en Afrique. Que ce soit des militaires ou que ce soit des civils, et quel que soit vraiment leur niveau dans la hiérarchie, quel que soit leur statut, de mettre un terme à l'impunité quand même des violations graves et souvent massives des droits de l'homme. Alioune Tine, merci. Et moi, je remercie. Alioune Tine, le directeur régional pour l'Afrique occidentale et centrale à Amnesty International, répondait aux questions de Fabrice Ouimeau. Le journal des Jeux. Et c'est Antoine Gronier qui nous le présente, ce journal des Jeux. Rebonsoir Antoine. Rebonsoir Sylvie. Et on commence par cette bonne nouvelle, une nouvelle médaille africaine. Les femmes brillent en Tunisie. Marwa Amri, la lutteuse en moins de 58 kilos, s'est offert la médaille de bronze du tournoi. Elle a battu en finale de repêchage l'Azerbaïdjanaise Yulia Radkevich. C'est la deuxième médaille de la Tunisie, deuxième médaille de bronze après celle remportée par l'escrimeuse Inès Boubakri. On va passer au football. 20 ans après le sacre d'Atlanta, le Nigeria ne renouvellera pas l'exploit. Et non, les Nigérians victimes de l'efficacité allemande Deutsche Qualität, un but par mi-temps, pas de jaloux, alors que les joueurs de la Dream Team 6e du nom ont eu l'occasion de marquer, notamment sur ce ballon mal dégagé par le gardien allemand à la 12e minute. Score final 2-0 sur des réalisations de Klostermann et Petersen. Les Allemands iront en finale face au Brésil après le large succès des Auri Verde sur le Honduras 6-0. Les Honduriens, futurs adversaires du Nigeria pour la médaille de bronze. On passe à l'athlétisme avec une journée très chargée sur la piste du stade olympique de Rio, et on garde surtout les yeux braqués vers ce qui va se dérouler en sprint cette nuit. Et pourquoi pas une médaille pour la Côte d'Ivoire sur le 200 mètres dames. La finale se déroulera à 1h30, temps universel, avec Marie-Josée Tallou. Frustrée en finale du 30, elle avait fini à quelques petits millièmes de la médaille de bronze. Cette fois, elle espère monter sur le podium, d'autant qu'elle sera la seule chance ivoirienne, Muriel Aouré ayant été éliminée en demi-finale. Finale du 200 mètres que vous pourrez suivre en direct et en intégralité. En même temps, ça dure une vingtaine de secondes. En intégralité sur RFI cette nuit avec Christophe Jousset et Olivier Pron à partir de 1h30 TU. Et d'autres résultats à suivre dans la nuit avec le javelot cette fois. Eh oui, on attend un Kényan, Julius Yego. Il y a un an, il était au sommet avec un lancer à 92 mètres 72. Il décrochait le titre de champion du monde. Cette année, YouTube Man. C'est son surnom, on le surnomme comme ça parce qu'il a perfectionné cette technique de lancer en étudiant des vidéos des autres athlètes sur internet. YouTube Man Yego donc a connu une année moins faste puisque sa meilleure performance est à 84 mètres 68. C'était aux États-Unis en mai à Eugene. Bref, on attend de voir s'il sera en forme en série du javelot à partir de 23h30, temps universel. Et toujours en athlétisme, Antoine, chez les dames, le 800 mètres aura plusieurs représentantes africaines. Ce sera demain en demi-finale, puisque les séries leur ont souri. Et sans même avoir eu besoin de forcer pour Caster Semenya, le phénomène sud-africain de retour en forme après quelques années difficiles et qui s'est qualifié avec le 6e meilleur temps des séries, 1 minute 59-31. Elle mènera la cohorte de demi-finalistes africaines qui ne sont pas moins de 8. Parmi elles, la burundaise Francine Nyonsaba. Elle a remporté sa série en 1 minute 59-84. Il y a également la béninoise Noélie Yarigo qui a terminé 4e de la série la plus rapide
rapide avec un temps de 1 minute 59-12. Nouveau record du Bénin pour la coureuse de 30 ans et un bonheur communicatif. Je suis très heureuse et je dois vraiment ce nouveau record à Claude Guillaume, mon entraîneur, parce que malgré tout, il est toujours derrière moi. Et en plus, je reviens de loin. J'ai été très malade et j'ai eu vraiment de retard. Donc je me suis dit quand même, Rio, c'était un rêve pour moi. Il faut que je double, même s'il faut tripler les entraînements, il faut que je le fasse pour pouvoir ne pas être ridicule dans les séries. 1,59,12, vous battez le record du Bénin et vous descendez pour la première fois de votre carrière sous les 2 minutes. Ouais, c'est juste énorme, je ne sais même pas. Là, je ne sais même plus, j'ai plus de mots. Je suis juste heureuse. Et merci à tous les Béninois qui m'ont soutenue. Je suis vraiment très heureuse et puis je suis satisfaite de mon record. Noélie Yarigo, la béninoise, au micro d'Olivier Pron. Et la journée a été marquée par la finale du 3000 mètres steeple. Alors je ne sais pas pour le javelot cette nuit, Antoine, mais sur le 3000, triomphe kényan. Et oui, c'est une habitude depuis 1984. Jamais l'or n'a échappé à un Kényan. À Rio, c'est Conseslus Kipruto qui perpétue la tradition avec en prime un nouveau record olympique en 8 minutes 3 secondes 28 centièmes. Il devance d'1 seconde pile l'américain Yeager. Le champion olympique de 2012, Ezekiel Kemboi a bien cru finir en bronze, mais il a perdu sa médaille suite à une réclamation déposée par Maïeddine Mekissi Benabad. 4e sur la piste, le Français reprochait à Kemboi d'avoir empiété à l'intérieur de celle-ci à mi-course, ce qui est interdit, et les juges ont donné raison à Mekissi. Kemboi disqualifié pour la dernière course de sa carrière, puisque à l'issue justement d'un parcours vraiment très bien rempli, le Kényan a annoncé aujourd'hui qu'il prenait sa retraite, qu'il se retirait des pistes internationales. Petite déception donc pour la dernière course d'une légende du 3000 mètres steeple et du fond kényan. Les sports de combat à présent avec la boxe, c'est la fin de parcours pour la Marocaine Radja Mardi. Elle a été battue en quart de finale des moins de 75 kilos par la Kazakh Dariga Chamikova. Merci beaucoup, c'était le journal des sports des Jeux Olympiques présenté par Antoine Grenier. Bonne soirée Antoine. Les plaisirs du journalisme. Giscard d'Estaing m'a dit un jour, mais vous lisez le Canard ? Je croyais que vous l'écriviez. Pour moi, c'est un mystère de voir ces informations que personne ne conteste sur des réunions qui se sont tenues à huis clos. Est-ce qu'ils ont des espèces de taupes ? Les plaisirs du journalisme. Un été avec l'eau d'Angélie du Canard enchaîné, proposé par Pierre-Édouard Deldic. À retrouver tous les vendredis à 14h10 TU. RFI. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Le Bénin a officiellement demandé à la France qu'elle lui restitue l'ensemble de son patrimoine culturel pillé durant la colonisation. Ce matin, vous nous avez donné votre avis sur cette démarche inédite qui pourrait inspirer d'autres pays. C'est une très bonne initiative. Vous savez, madame, que la richesse d'un pays est surtout au niveau de sa richesse culturelle, bien avant les ressources naturelles. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, 90 à 95% des œuvres africaines se retrouvent dans les musées européens. C'est très important pour le Bénin et moi j'allais dire même que ce n'est que justice parce qu'en fait ce sont des œuvres qui appartiennent au patrimoine culturel du Bénin. Donc ce n'est que justice si le Bénin réclame aujourd'hui la restitution de ces pièces qui ont été spoliées au Bénin durant la colonisation. Ça ne sert à rien d'apporter des pièces si précieuses pour les exposer comme on a aujourd'hui dans nos musées. Je crois qu'avant de faire rapatrier ces pièces, il faut prendre un certain nombre de dispositions de sécurité et de conservation pour que ces pièces ne disparaissent pas dans la nature comme on en a l'habitude ici. C'est bien beau de vouloir récupérer le patrimoine culturel. Une autre chose est de pouvoir, disons, le sécuriser. Parce que la France l'a quand même gardé pendant des décennies. Je voudrais savoir si vraiment des dispositions seront prises au niveau de mon pays pour la sécurisation effective de ce patrimoine-là. Je pense qu'il est très très important pour un pays, pour une civilisation, pour un peuple, de disposer de l'ensemble de son patrimoine culturel. Parce que le patrimoine culturel est quand même caractéristique du savoir-vivre, du savoir-être et le fruit de l'imagination de cette civilisation-là. L'idée, elle est bonne en soi, mais le retour de ces œuvres d'art ne doit pas être une obsession pour le gouvernement béninois. Moi, je pense que c'est bien, la démarche, mais ce n'est pas encore le moment. Le Bénin a-t-il vraiment le moyen
de protéger ces objets ou de les exposer aussi. Je ne pense pas. Demain, nous débattrons de la stratégie de l'opposition au Gabon à 10 jours de la présidentielle. Guy Zoubandama et Casimir Oyimba retirent leur candidature pour soutenir celle de Jean Ping. Dites-nous ce que vous en pensez. RFI, la sélection du mois. T'as jamais été le genre déprimé. Junior. Du mal à dormir, à te réveiller. C'est toujours pareil au bout du rouleau. Le jour se couche du mauvais pied. Ben l'oncle Saul.